Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien, que vous pouvez bien me voir, m'entendre. Je donne la parole d'ores et déjà à Miguel qui va vous expliquer un peu la plateforme et qui va aussi nous donner l'introduction. Miguel, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue pour la seconde web conference. Pour notre seconde webconférence de l'ANSEP. Donc la première, nous l'avons fait avec des exemples pratiques. Et maintenant, nous allons vous donner les résultats de notre enquête. Moi, je m'appelle Miguel Peromingo. Je suis donc le modérateur de cette réunion d'aujourd'hui. Le cœur de notre réunion d'aujourd'hui sera une enquête qui a été réalisée par l'ANSEP, par l'OIT et la Banque interaméricaine de développement et Socioplus, qui est une organisation de l'Union européenne pour le partage de connaissances sur la protection sociale, l'emploi et le travail. Plus de 70 services publics de l'emploi ont répondu à cette enquête que les organisateurs où ils ont demandé quelles réponses nous avons à la crise du Covid. Donc, quels travaux nous réalisons en ce moment. Donc, ce sont des nouvelles données que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Nous allons partager les premiers résultats et nous en discuterons ensuite avec nos partenaires, avec l'ANSEP, Socioplus et l'OIT. Nous allons voir comment ils interprètent ces résultats, voir quel est l'avenir des différentes organisations. Ensuite, nous verrons aussi à la fin de notre réunion, nous aurons un moment pour les questions-réponses et nous verrons aussi l'opinion du réseau de l'ANSEP de l'Union européenne qui partageront donc leurs opinions, leurs visions. Nous vous encourageons vivement à poser vos questions pendant tout le webinaire. Et nous aurons donc ensuite un temps imparti pour répondre à vos questions. Vous pourrez les poser aux différents orateurs. Vous pouvez d'ores et déjà voir au bas de l'écran où j'apparais une boîte de chat, un onglet sur lequel vous pouvez cliquer et vous verrez donc un onglet questions où vous pourrez poser vos questions. Si vous posez vos questions dans le chat général, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous recommande vraiment d'aller directement dans la section, dans l'onglet questions pour poser vos questions, comme ça ce sera plus facile à suivre. Il s'agit donc aussi d'un événement en 3 langues, donc vous m'entendez sûrement parler en anglais, voilà donc la langue principale, mais nous avons l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Donc nous avons l'anglais, le français et l'espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. Aussi dans la barre de sélection de l'écran, vous voyez les différentes langues. Avec un menu déroulant, vous pouvez ensuite tout simplement sélectionner la vôtre. Vous pouvez aussi traduire les questions qui apparaîtront dans le chat. Donc vous pouvez traduire tout le texte du chat en passant votre curseur dessus et la question ou la phrase sera ensuite traduite dans votre langue. J'aimerais maintenant passer à l'ouverture de cet événement en donnant la parole au directeur général de l'ANAPEC, qui est le président de l'ANSEP, M. Abdelmomin El-Madani, donc le président de l'ANSEP et le directeur général de l'ANAPEC Maroc. Monsieur le Président, la parole est à vous. Thank you. Modérateur, bonjour à toutes et à tous. L'ANSEP est heureuse donc de continuer à produire cette série de webinaires. Après un premier séminaire très réussi, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce séminaire. Le sujet de ce séminaire, il me tient personnellement à cœur parce que c'est la restitution de travaux initiés conjointement par l'ANSEP,
l'Organisation internationale du travail et la Banque interaméricaine de développement et Socioplus. C'est un sujet qui a fait l'objet d'une enquête qui s'est rapidement déroulée et dont les conclusions, grâce à la mobilisation de l'équipe du secrétariat exécutif de l'AMCEP, les résultats ont été traités et aujourd'hui nous avons droit à une restitution très fructueuse. Donc je tiens à saluer nos partenaires qui ont contribué avec nous à cette œuvre. Je tiens à saluer les participants à ce webinaire, notamment ceux qui, du fait du décalage horaire, soit qu'ils ont été privés de leur heure habituelle de dormir, ou soit qu'ils ont été obligés de se réveiller plus tôt que nous, nous qui sommes sur un fuseau horaire plutôt mi-journée, on est dans nos habitudes de sommeil. Donc, mais je tiens fortement à saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour nous honorer et participer avec nous dans ce webinaire. Vous savez tous que le monde est avec eux, et il vit encore une crise sanitaire d'une grande ampleur, et c'est pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, une crise sanitaire, dès sa déclaration en tant que pandémie, elle s'est transformée en une crise économique très aiguë, dont les manifestations et les effets ont été rapidement marqués, et notamment sur la composante emploi. Tout simplement parce qu'une des modalités pour contrecarrer cette pandémie consiste à ce que les gens restent chez eux et ne vont pas travailler, d'où un impact immédiat sur les entreprises et une perte d'emploi. Ça c'était les effets immédiats, mais sinon tout le monde est en train d'enregistrer ces impacts très négatifs et très profonds sur l'emploi, d'où naturellement toute la communauté de l'emploi, toutes les organisations qui s'intéressent à ces questions de l'emploi sont interpellées justement pour contribuer à la réflexion mondiale autour de cette problématique. C'est ce qui nous a suggéré au tout début l'idée de cette enquête, justement pour voir ce que ces services publics de l'emploi qui sont bien positionnés dans la gestion de l'emploi, chacun dans son pays, mais nous constituons déjà une communauté d'intervenants, d'opérateurs publics qui interviennent directement sur la question de l'emploi et qui ont été interpellés plus qu'auparavant par cette pandémie. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire. Nous allons écouter avec beaucoup d'attention les intervenants pour cette restitution des résultats de notre enquête, et bien sûr, nous allons prendre en note des conclusions qui vont découler également du débat qui va suivre. Donc, je vous souhaite excellent webinaire à toutes et à tous, et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur El Madani. Maintenant, si je poursuis sur l'agenda, je dois passer la parole à Thierry Yor. C'est bien cela? Non, tout d'abord à Miguel Peromingo. Donc la parole est bien à vous. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots d'encouragement, d'ouverture. Maintenant, j'aimerais tout d'abord partager un peu les premiers résultats de notre enquête. Nous allons avoir un rapport, vous allez en entendre parler encore un petit peu plus, mais là, nous avons vraiment les données toutes fraîches. Pouvez-vous nous dire qui sont les réponses aux différentes questions? Il y a eu deux organisations qui vont nous en parler, donc l'AMCEP et l'OIT, pardon. Et nous allons avoir certains experts qui vont nous donner leur interprétation, et ensuite nous aurons le temps déjà de parler un petit peu des résultats, des différentes réponses des SPE face à la crise sanitaire, et aussi donc à cette crise de l'emploi. Comme notre président nous l'a déjà dit, je passe maintenant la parole à Thierry Huot, qui est un consultant à l'AMCEP.
En France, chez Pôle emploi. Nous allons aussi parler avec Giovanni Mattozzi, qui est un chercheur scientifique du marché du travail. Je vous donc la parole et vous pourrez ensuite prendre les questions du public. Je vous passe d'ores et déjà la parole. Thank you very much, Miguel. Nous allons effectivement vous présenter une brève synthèse parce que forcément l'enquête est un peu plus étoffée que ce que nous allons pouvoir vous présenter dans le temps qui nous en est parti. Nous allons le faire à deux voix avec Giovanni Mattozzi de l'Organisation internationale du travail. Mais je voulais vous donner une précision importante. Les données que nous avons utilisées pour produire ces résultats proviennent d'une enquête et donc elles ne reflètent que l'avis et la vision des personnes consultées. À proprement parler, il ne s'agit pas d'une étude élaborée à partir d'observations du terrain. Nous avons 31 questions qui sont réparties sur 4 thèmes et pour la plupart, c'est-à-dire les 3 premiers thèmes, vous voyez les mesures de prévention et de soutien à l'économie pris par les différents pays qui ont répondu, les mesures de maintien des services par les services publics de l'emploi et les mesures d'organisation de ces services-là. Nous avons plutôt travaillé avec des questions fermées. Et ensuite, pour les problématiques avérées ou celles sur lesquelles il faut que nous anticipions, là, nous avons travaillé à partir des réponses libres de verbatim. Voilà, je rattrape notre présentation. Donc, pour poursuivre, vous voyez le nombre de pays représentés. 79 services publics ont répondu, ils représentent 72 pays. Donc, c'est vrai que notre échantillon est peut-être un peu limité sur l'Asie et l'Océanie, mais il est très représentatif pour les 3 autres continents. Ça veut dire que sur les résultats globaux, quand on regarde les choses de manière globale, ça n'a pas une grande importance. Par contre, c'est important d'en tenir compte quand on fera des analyses plus fines et des interprétations. Je pense qu'il faut considérer ces données, les données qu'on va vous présenter ici, plutôt comme un objet de dialogue, de réflexion commune, pour qu'on travaille plutôt à essayer d'anticiper l'avenir, plutôt que d'y chercher une représentation très exhaustive et très objective de notre réalité. Je vous rappelle que l'enquête s'est déroulée entre avril et mai. Et donc les résultats, les choses évoluent relativement rapidement. Sur le premier point, les mesures de prévention et de soutien à l'économie. Vous voyez que sur votre côté, le côté gauche, on a plutôt les mesures qui étaient prises pour la protection des travailleurs et sur l'autre côté, plutôt les éléments qui sont liés au soutien aux entreprises et à l'économie. Ce qui est remarquable sur les résultats que nous avons vus, c'est qu'effectivement, tout le monde a été confronté à la mise en place de mesures de confinement. Alors, des confinements, des mesures plus ou moins sévères selon les pays et selon les stades pandémiques, bien évidemment. Il y a eu de nombreuses mesures sanitaires prises et généralement sur les milieux de travail. Mais le point sur lequel nous reviendrons et qui est important, c'est l'encouragement du télétravail. Donc, à 87,3%, l'ensemble des services qui ont répondu déclarent qu'il y a effectivement eu dans le pays un encouragement au télétravail. Nous verrons en quoi ça a eu un impact et Giovanni y reviendra tout à l'heure, notamment sur l'organisation même de nos services au niveau des services publics. Côté entreprise, ce qu'on peut noter, c'est que tous les pays ont assoupli les règles du travail et simplifié les démarches pour les entreprises. Il s'agissait d'être très très réactif et c'est ce qui remonte de vos témoignages. Il y a eu aussi beaucoup de mesures mises en place pour le soutien des travailleurs indépendants et des petites entreprises. Donc pas uniquement des interventions sur les grands secteurs de l'économie, mais aussi du soutien à tout ce qui constitue les bases du tissu économique local. Ce que ça illustre, pour résumer rapidement ce slide, c'est que les systèmes de protection sociale dans la période ont joué un rôle d'amortisseur important, à la fois sur l'aspect social et sur l'aspect économique.
Et ce qui ressort de vos remarques, c'est que pour l'avenir, certainement, les actions systémiques devront être portées sur le renforcement de ces systèmes de protection sociale. Et notamment, il y a une attention qui est portée particulièrement dans certains continents qui sont concernés par cela, sur l'économie informelle. Il s'agit effectivement de réduire la précarité des travailleurs. Et ça, c'est une préoccupation qui ressort beaucoup dans les réponses à ces questionnaires. Voilà, je propose de passer la parole à Giovanni Mattozzi de l'Organisation internationale du travail, qui va pouvoir compléter ce que j'ai dit sur les thèmes suivants. Je reprendrai la parole un petit peu plus tard, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, les mesures de confinement dans certains pays nous ont obligés à adapter les services qu'on fournit aux clients. Ici, sur cette diapo, vous voyez les différents canaux qui ont été choisis pour maintenir certains services pour les demandeurs d'emploi, les entreprises et les formations. Seulement certains pays, pendant le confinement, ont continué avec des services en personne, mais la majorité de ces pays étaient les pays qui n'ont pas imposé des mesures strictes de confinement. Il y a un pourcentage plus élevé de personnes qui dépendent vraiment des rendez-vous, donc un mécanisme qui permet de contrôler le flux de personnes dans leur bâtiment. Dans certains cas, il y a eu des réunions annulées. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a plus de personnel dans les services téléphones, dans les hotlines. Là, on a employé plus de personnes, le plus de personnes possible en réalité. On avait déjà aussi des plateformes en ligne qui ont continué à promouvoir les appels, les services téléphoniques, donc pour accéder aux services. Pour ce qui est de la numérisation et de la fourniture, de la mise à disposition de formations à base numérique, là, nous avons dû modifier la recherche et les compétences des chercheurs, des personnes à la recherche d'emploi. En ce qui est des mesures d'organisation des services, beaucoup se sont tournés déjà vers le travail à distance et cette proportion a augmenté à plus de 63% pendant le confinement. Certaines personnes refusaient avant de faire du télétravail, alors que maintenant, il y a beaucoup plus de facilité à se tourner vers ces solutions. Les personnes qui refusent encore de travailler en télétravail expliquent qu'il est important de rencontrer les personnes face à face. Le personnel est beaucoup plus important. Ensuite, on nous explique aussi que beaucoup de personnes n'ont pas accès à des ordinateurs ou n'ont pas de bonne connexion, ont des difficultés à utiliser ces services en ligne, justement. Et ensuite, on a un troisième point qui est la différence entre les différents pays, les autorisations, et pas de manière qui est équitable dans tous les pays. Donc l'AMSEP a des organisations différentes dans chaque des systèmes de fonctionnement différents dans chaque pays. Les infrastructures dans les différents pays peuvent aussi causer problème d'accès aux dispositifs numériques, mais ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de pays qui ont un revenu moyen ou élevé ont tous accès à Internet et aux services en ligne. Maintenant, pour la continuité, l'adaptation des services. Nous avons pu voir que les SPE
une augmentation de la demande de leurs services. Plus de 50% des SPE expliquent avoir mis en place un plan de continuité de leurs services avec certains renforcements même de certains secteurs. Beaucoup ont dû modifier la répartition de leurs fournisseurs de services, recruter de nouvelles personnes aussi pour répondre à la hausse de la demande. Beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas donc l'ajustement de... On a dû faciliter maintenant aussi, afin d'augmenter le niveau d'employabilité, on a dû modifier certaines notions d'admissibilité. Donc les accès aux prestations ont été simplifiés pendant le confinement. Et pour finir, nous avons aussi dû répondre aux besoins urgents de travailleurs dans certains secteurs et services. Et donc là, on a dû vraiment trouver des chercheurs d'emploi et les allouer à certains secteurs qui étaient particulièrement à la recherche de personnes. Donc on a dû rediriger les personnes chercheuses d'emploi vers des emplois à court terme, par exemple en France pour le secteur médical ou aussi au Luxembourg. Nous avons donc dû refaire des correspondances modifiées à cet égard. La parole est à vous, Miguel. Merci Thierry. Je crois Thierry, vous avez encore quelques informations à nous partager, n'est-ce pas ? Yeah. Avec plaisir. Voilà, je vous disais qu'une partie des questions étaient des questions libres et sur le sujet des problématiques avérées, c'est-à-dire celles que nous vivons en ce moment ou celles qu'il faut qu'on nous anticipions à prévoir, effectivement, il ressort un certain nombre de points que nous souhaitions partager avec vous. Vous les voyez, il y en a 5 qui nous ont paru importants de partager. Faire face à un nouveau chômage de masse, et ça globalement, nous voyons que majoritairement tous les services publics aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont répondu à notre enquête, disent qu'ils ont déjà noté cette augmentation rapide du chômage. Nous allons devoir accompagner des transitions professionnelles de salariés, beaucoup plus. Aujourd'hui, ça va être un véritable enjeu, d'accompagner des reconfigurations, quelquefois temporaires, quelquefois définitives, de certains secteurs d'activité. Je pense particulièrement au transport aérien, l'agriculture, le tourisme, et cela dans des contextes qui vont être très mouvants et surtout très volatiles. Ça nous amène, sur un troisième point. Vous voyez, il va falloir qu'on puisse anticiper, donc il va falloir que nous ayons des systèmes d'observation du marché du travail qui vont pouvoir nous permettre de nous adapter à la fois à des mouvements à très court terme et en même temps de construire une vision prospective. Et ça, c'est un premier défi qui est partagé par la plupart des répondants. Nous avons vu, et ça a été démontré dans le reste de l'enquête, que nous sommes collectivement capables de s'adapter à des situations et s'adapter très rapidement. Encore faut-il pouvoir anticiper et pouvoir prévoir les situations sur lesquelles nous aurons à agir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le second défi qui transparaît, c'est la prévention des risques d'exclusion de certaines catégories de travailleurs, qu'ils soient avec ou sans emploi. On assiste en ce moment à une arrivée massive de profils qualifiés sur le marché du travail. Et ça peut avoir, nous l'avons déjà vécu, et vous nous le signalez, il faut être vigilant à ce que cette arrivée massive de profils plutôt qualifiés ne pousse pas certains autres profils, ne renforce pas leur difficulté à retrouver un emploi ou une activité rémunératrice. Enfin, la crise, Giovanni l'expliquait, a donné une forte impulsion au développement des services digitaux, au télétravail, à la formation professionnelle en ligne. Pour la formation professionnelle, il faudra sans doute, certains d'entre vous posent la question de quelle valeur vont lui attribuer autant les travailleurs que les employeurs. Il y aura peut-être un travail d'accompagnement à faire auprès des uns et des autres pour leur convaincre de la valeur des formations qui sont délivrées à distance. Et il faudra surtout être vigilant, nous l'avons vu, c'est observé par beaucoup d'entre vous, qu'il ne se développe pas une forme de précarité numérique.
avec des niveaux de maîtrise de compétences hétérogènes. Comme l'a expliqué Giovanni tout à l'heure, des équipements, des réseaux qui sont aussi hétérogènes selon les territoires. Donc là, ce que disent certains d'entre vous, c'est qu'attention, gardons un équilibre, allons plutôt vers des stratégies en multicanal qui nous permettent d'accompagner, de ne pas perdre certaines catégories de population, et puis faire un effort pour accompagner le développement des compétences digitales auprès de certaines populations. Voilà, donc en résumé, c'est savoir adapter notre offre de service, on a su le démontrer, mais je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Pour pouvoir le faire, là, on a retenu de tous les verbatims quatre grands axes que je vais rapidement vous résumer. Je ne vais pas vous relire entièrement le slide, vous pourrez en prendre connaissance, mais il y a un premier point, et nous l'avons vu, c'est qu'il faut qu'on renforce le côté flexible de nos organisations. Et ça veut dire qu'il faut qu'on intègre peut-être et qu'on réfléchisse sur les nouveaux modes de travail qu'on a été capable de mettre en place dans la période, mais qu'on voit comment on les conserve on leur donne une forme de pérennité, et quel impact ça a eu sur notre management, et comment aujourd'hui on construit à la fois organisation, management et nouvelles conditions de travail. Donc ça, on pense que ce sera un sujet sur lequel on sera amené à revenir dans les mois qui viennent. Ensuite, je l'ai déjà dit pour commenter le précédent slide, le système d'observation et d'information sur le marché du travail, ils doivent être fiabilisés. On a besoin d'une information et à la fois qui nous donne une lecture de petits signaux faibles qu'on peut voir à court terme et à la fois pouvoir décoder des tendances à plus long terme pour ajuster nos offres de services. Et pour le troisième point, il faut qu'on poursuive et qu'on accélère. La plupart des SPE ont mis en place des démarches de contrôle sur la performance, des démarches d'excellence. Il faut impérativement qu'on révise ces démarches-là pour intégrer dedans le risque sanitaire, nous l'avons vu, le risque climatique, les risques environnementaux, et garder surtout à l'esprit nos objectifs de développement durable sur lesquels nous sommes collectivement engagés. Enfin, nous ne serons pas efficaces seuls. C'est ce qui ressort aussi de vos témoignages. Contribuer à la transformation de nos écosystèmes, et c'est le mot qui nous vient à l'esprit à la lecture, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vision systémique, à la fois parce que nous sommes dans un système et nous avons vu que dans la période, les coopérations se sont renforcées entre services publics de l'emploi et services de la formation professionnelle, mais également au niveau territorial, l'action, on ne peut pas être efficace seul, et les SPE recherchent des coopérations à la fois au niveau international et au niveau très local. Et sans doute, il y aura des coordinations à construire au niveau des autres services décentralisés de l'État sur les territoires, les associations, et très certainement, c'est un levier qui apparaît aussi dans ce que vous dites, de travailler avec l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc deux mots-clés, adapter nos organisations et renforcer nos coopérations, ce qui est tout à fait dans le sens du travail que nous faisons en ce moment. Je vous remercie et je repasse la parole à Miguel. Il vient d'être déconnecté, maintenant il est de retour. Miguel, la parole est à vous. Bonjour, rebonjour et merci Gianni. Et merci à Thierry pour ses explications. Je pense que c'est un excellent départ pour expliquer les activités des SPE. Et je pense aussi qu'il est clair de dire que les SPE sont un point charnière de leur développement. En effet, ils sont en ligne de front pour lutter contre cette crise et le travail accompli jusqu'à présent porte ses fruits. Les SPE travaillent, comme je l'ai dit, dans l'objectif très clair de venir en aide aux travailleurs en temps de crise. Mais les SPE, déjà avant la crise, étaient actifs en la matière. Et ils étaient engagés dans une réforme pour co-créer le futur marché du travail en inclure la numérisation. Je pense qu'à l'avenir, une question importante se pose. Qu'en est-il du positionnement des SPE sur le marché de l'emploi ? Beaucoup d'informations sont déjà disponibles quant à ce qui fonctionne déjà, ce qui fonctionnait avant la crise. Par exemple, les soutiens personnalisés, nous savons que beaucoup de données sont disponibles à cet égard. Ceci fonctionne.
L'implication des employeurs et les partenariats, nous en avons déjà parlé dans notre étude. Et alors ceci est la transition parfaite pour la prochaine présentation. Michael Masikakata, responsable de la Transition Unit de l'OIT. Michael, lorsqu'on regarde le rôle des SPE au cours des différentes années précédentes, des plusieurs années précédentes, et l'attention portée aux plus vulnérables et au secteur de la sécurité sociale, eh bien, nous voyons que l'objectif ici est très clair, renforcer l'employabilité d'un maximum de travailleurs. Alors, compte tenu de la crise actuelle, ma question est la suivante. Selon vous, comment les SPE peuvent-ils trouver le juste équilibre entre les prestataires de services sociaux et l'activation des chercheurs d'emploi dans la période post-Covid? Michael, la parole est à vous. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si cela fonctionne. Michael, je me permets de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que nous vous voyons et vous entendons. Je vais vous rendre la parole. Et lorsque vous apparaissez à l'écran, cela veut dire que tout le monde peut vous voir. Michael, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien, merci Miguel pour cette introduction. Je vais reprendre là où vous avez laissé. En effet, dans les années 90, la réforme des politiques en matière d'emploi a été engagée. L'objectif était d'accroître l'employabilité des demandeurs d'emploi. Ces mesures incitantes avaient pour but d'augmenter le taux d'emploi par des voies politiques, par des voies légales. Au cours des différentes années, des inquiétudes sont apparues. Les dépenses en matière d'allocation sociale et la qualité de vie des citoyens. Ces mesures incitantes n'ont malheureusement pas suffisamment porté leurs fruits. Elles n'encourageaient pas suffisamment les personnes à trouver du travail. Cependant, d'autres politiques ont été adoptées par le gouvernement, l'objectif étant de remettre sur le marché du travail les demandeurs d'emploi. Sans oublier aussi les mesures qui incitaient les demandeurs d'emploi à renforcer leurs compétences, à se qualifier. Aujourd'hui, nous analysons la situation et nous observons que la main-d'œuvre, les résultats sur la main-d'œuvre est un petit peu hétérogène, et ce, partout dans le monde. Dans les pays développés et les pays dits en développement, là aussi nous observons des différences au sein de la main-d'œuvre, mais il faut, je le répète, continuer à œuvrer sur la qualification et la formation continue de tous les travailleurs. En ce contexte de Covid-19, de nouveaux défis sont apparus. En effet, is in that there was on one hand a deliberate attempt to stop activity actually in order to minimize the contagion of COVID-19 virus. Now, the issue I think is then how to exit out of this.
Do governments just stop at the end of, during recovery, do they just stop supporting the people that went in? We know that the gig employment, people in the gig sector, in the informal economies, particularly in some emerging and developing countries, were not operated in this welfare system. So the question is, how do governments then exit what they started during the COVID as the economy is recovering? And we know that the economy recovers slowly, and employment generally comes last in terms, it lags behind recovery in growth, in output and productivity, for example. So what should be done in this case? I would like to argue that governments must not just stop the support that they are providing immediately. We have learned lessons from the past, where particularly the past crisis, the global, and we see from there that it has taken 10 years for employment to recover, and that productivity, that actually wages have fallen behind productivity over all these years. So we shouldn't make the same mistake. Now employment should be at the center of all policies, government policies, and therefore people, the workers that we are being supported. However, taking into account the reality that you do have financial challenges recovery and even during the recovery, there is need to sort of focus into an integrated policy approach. Basically to take people who were in this, were being supported, to take them through Toutes nos excuses. Je pense que le problème technique a été résolu. Apparemment, la connexion de Michael nous a lâché un petit moment, mais les choses semblent être rétablies. Michael, la parole est à vous. Merci. Je vais reprendre là où je me suis arrêté. Tout d'abord, comme je l'ai dit, nous observons un besoin en une transition garantie après les études vers le monde du travail. Qui plus est, il faut une politique d'intégration continue aussi. Et pour y parvenir, comme nous l'avons vu, il y a plusieurs personnes qui ont été accompagnées, et ces personnes, ces futurs travailleurs doivent être accompagnés par les différents services SPE afin de rentrer sur le marché de l'emploi pour, comme je l'ai dit, accroître leur degré d'employabilité. Ensuite, il faut, comme je l'ai dit, une approche ciblée pour garantir que tout le monde reçoive un soutien personnalisé. Ensuite, il faut aussi trouver le juste équilibre entre le développement du capital humain et la main-d'œuvre pour qu'un maximum de travailleurs rentrent sur le marché du travail le plus vite possible en évitant le risque de rester sans emploi pendant une période prolongée. Merci beaucoup, Michael. Je pense qu'aujourd'hui, un des avantages, c'est que nous avons beaucoup de données, beaucoup d'expérience. Et nous pouvons tirer des leçons, des conclusions des autres études qui ont déjà été menées. Donc, je le répète, c'est une source d'information intarissable vis-à-vis des compétences et de la situation de ces processus, raison pour laquelle nous allons continuer en ce sens. Toujours est-il en ce qui concerne
les différents pays, bien évidemment, des différences existent en fonction des ressources, en fonction des budgets, en fonction des capacités. Raison pour laquelle un échange de pratiques s'impose parmi les différents SPE, notamment entre les pays dits développés et les pays en développement. Abordons SocioPlus, et j'aimerais ici donner la parole à Thierry Fiquet, conseiller technique et développement auprès de SocioPlus. Ma question à vous, Thierry, comment est-ce que SocioPlus, en tant qu'organisation, en tant qu'initiative de l'Union européenne, peut-elle garantir le transfert de connaissances, et plus spécifiquement en cette période de crise sanitaire, d'un pays à l'autre? Thierry, la parole est à vous. I'm just taking the floor back to me. Mes excuses, je me permets de vous interrompre. Thierry, malheureusement, nous ne vous entendons pas. Je pense que votre micro est désactivé ou il n'est pas connecté. Pourriez-vous peut-être rafraîchir votre page? Vous pouvez soit cliquer sur F5 sur votre clavier ou cliquer sur le bouton rafraîchir. Dès que vous l'avez fait, on pourra reprendre. Thierry, je regarde dans le chat pour voir si vous êtes connecté, donc je vous invite à rafraîchir votre page. Très bien, réessayons. Okay, let's try again. Oui, ça y est, ça fonctionne. Désolé, autant pour moi. Spécificité technologique qu'on a tous appris pendant cette période de télétravail. Merci Miguel pour cette sollicitation sur une question qui est essentielle. Vous parliez de garantir le partage de connaissances. SocioPlus n'aurait pas la présomption de pouvoir garantir, mais en tout cas d'y participer très activement. Et autant vous dire que SocioPlus ne s'est pas arrêté pendant cette période, bien au contraire. Je crois que chacun d'entre nous, à la fois service public de l'emploi, mais aussi ceux qui, au sein des services publics de l'emploi et des ministères, sont spécialisés dans la coopération internationale, ont probablement été encore plus sollicités qu'avant. Ce qui est plutôt un des aspects positifs de ce développement. Comment SocioPlus est intervenu et continue d'intervenir sur la période? Alors de notre côté, nous sommes une facilité de l'Union européenne et de coopération internationale qui met en œuvre des missions d'expertise technique dans une logique de court terme, mais aussi dans une logique de collègue à collègue, de pair à pair, avec soit des requêtes qu'on pourrait appeler dans le process normal, une sollicitation d'un pays sur un thème particulier, sur le champ très très large de l'emploi, le travail et la protection sociale. Je vais y revenir un peu aussi au travers de cette enquête où on se rend bien compte que bien que le service public de l'emploi, une des préoccupations, Thierry Huor parlait d'informalité, nous parlons de filets sociaux, ça fait partie effectivement des thématiques principales sur lesquelles nous devons échanger et nos propres expertises. En complément, sur la période, empêcher de mener des missions d'expertise sur le terrain, SocioPlus a adapté un peu ses procédures de sollicitation, spécifiquement pour le Covid-19, avec un mode de saisine et de requête très simplifié, qui nous a permis et nous permet en ce moment même de réaliser des missions, une ou deux missions très précises, que ce soit des webinars, que ce soit des échanges de pratiques, du benchmark ou même des actions de formation. J'invite chaque participant à visiter notre site socioplus.eu sur lesquels les procédures sont expliquées et relativement simples. En gros, nous-mêmes, on a dû aussi, tel que les services publics de l'emploi et les acteurs de l'emploi ont dû le faire et s'adapter, SocioPlus s'est adapté aux différents besoins. Si je reprends et élargis un peu les propos de Thierry Huor sur les thématiques sur lesquelles aujourd'hui SocioPlus est sollicité en priorité, sans que cela soit exhaustif, on y retrouvera sans surprise bien évidemment le système d'information sur le marché du travail,
puisque plus que jamais nous allons avoir besoin d'anticiper et de faciliter l'accès de tous aux opportunités. Le second point générique, et qui n'est pas que lié bien sûr à la crise du Covid-19, c'est la digitalisation. On pourrait même parler, alors on parle beaucoup de distanciation sociale en termes hygiénistes, hein, c'est un mot devenu malheureusement à la mode dans nos nouvelles pratiques, mais on a constaté aussi une certaine distanciation sociale des personnes les plus vulnérables à l'égard des services publics, qu'ils soient d'emploi ou services publics sociaux en général. Ce point rejoint une thématique très précise qui s'appelle territorialisation, et du coup l'enjeu, au travers de la territorialisation des politiques d'emploi, et donc mailler le territoire, hein, avec les services publics de l'emploi parfois très présents dans les capitales et un peu moins dans les différentes régions du pays. De grandes réflexions et de grandes actions et expérimentations sont menées en termes de partenariat public-privé, sujet sur lequel parfois le prisme fait penser au PPP uniquement en version avec des entreprises privées ou des sociétés d'intérim. Dans le statut privé, n'oublions pas le réseau qui nous est essentiel en termes de professionnels et acteurs de l'emploi, c'est tout le réseau associatif par lequel la période nous a prouvé l'utilité et l'importance majeure. Un autre thème, bien évidemment, santé et sécurité au travail, j'en dis pas plus. Un thème très connexe, souvent au service public de l'emploi, mais aujourd'hui cœur de métier, sur tout ce qui touche à l'éducation et la formation professionnelle, sachant que nos collègues des organismes de formation ont été extrêmement touchés par la crise, et que probablement l'opportunité de développer aussi des formations ouvertes à distance, hein, FOAD, cette période nous a montré non seulement le besoin, mais le fait que ça pouvait être tout à fait mis en œuvre. Et puis je terminerai sur un point qui m'est essentiel, c'est qu'on a bien constaté que malheureusement ce sont bien les populations les plus vulnérables qui ont été les plus touchées et seront probablement les plus touchées par la baisse d'activité économique et qu'auront probablement aussi le plus de difficultés à revenir sur un axe 1, trouver un travail, hein, pour revenir à nos essentiels. Axe 2, partout où on peut, un emploi. Donc là, entre parenthèses, hein, lutte contre l'informalité. Et puis en axe 3, si on entre dans ce cercle vraiment ambitieux mais vertueux, l'axe 3, c'est d'avoir accès aux filets minimaux de protection sociale. Voilà, je voudrais aussi en profiter pour saluer nos partenaires qui ont été très très actifs sur la période. Je pense à nos partenaires, bien sûr, à notre autre principal, l'ANSEP, bien évidemment, nos collègues de l'OIT, mais aussi des partenaires techniques comme des programmes comme NewMatch, VT Toolbox, etc., qui sont des partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc comment on fait pour partager les connaissances? Eh bien, on travaille en partenariat et nous-mêmes, on se confie parfois certaines problématiques où on est plus ou moins spécialisé. Important de savoir que nous sommes complémentaires et partenaires. Et enfin, un grand satisfecit sur la période où, malgré le fait d'être confinés, nous avons développé beaucoup de missions à distance et que nos partenaires services publics de l'emploi européens, au premier rang desquels Pôle emploi lui-même, Actiris, nos collègues belges, le CP espagnol, pour ne citer que cela, se sont fortement mobilisés pour mobiliser de l'expertise. Et je ponctuerai en disant que, chers collègues des services publics de l'emploi européens, si vous souhaitez développer vos activités internationales, Socioplus, c'est facile, c'est efficace, c'est de court terme. Vous pouvez poser la question à vos collègues et de voir quelles expériences ils en tirent. Miguel, à vous les studios. For sharing the Socioplus mission and also your experience. Merci beaucoup. I stay a moment with you, Thierry. Merci beaucoup Thierry et merci d'avoir expliqué votre expérience. Alors Thierry, je me permets Thierry Fiquet, nous en avons deux, donc Thierry, je me permets de vous poser une autre question. Une question de Carole Cloutier. Elle aimerait savoir, vous aviez parlé de la relation de pair à pair. Pourriez-vous donner davantage
d'explications quant à ce que vous entendez par ceci au sein de Socioplus. Est-ce que ceci fait partie d'une manière ou d'une autre de la co-création? La parole est à vous. Alors, excellente question. Donc peer-to-peer, pair à pair. Les experts qui travaillent avec Socioplus ne sont pas des consultants. Ils sont professionnels au sein d'un service public de l'emploi, au sein d'un ministère ou partenaires sociaux. Et en complément de leur activité professionnelle, ils développent aussi des activités à l'international. Ce qui nous garantit d'être dans une logique de collègue à collègue, de partage, et non pas de plaquer un système ou de venir avec des produits parfois un peu tout faits. On est vraiment dans une logique de collègue à collègue et d'apprentissage réciproque. C'est la spécificité de Socioplus qui, par ailleurs, mobilise de l'expertise publique de gens qui sont en activité. Merci beaucoup. Je passe désormais la parole à l'autre Thierry. La question est la suivante. Thierry, en ce qui concerne les différentes priorités des SPE, peu importe leur localisation géographique, ce qui est central dans leur réponse à la crise, tant en réponse vis-à-vis du marché du travail que leur réponse, leur adaptation des services qu'ils proposaient. Alors la question ici est la suivante et elle fait écho à elle vient de Sibib Numbai du public. L'AMCEP, que fait-elle pour améliorer la maturité de ses membres et surtout celles et ceux qui n'ont pas accès à des outils numériques? On parle du télétravail, mais ceci ne fonctionne que si vous avez les outils informatiques nécessaires, ainsi que les compétences nécessaires. Et dans certaines régions, ce n'est malheureusement pas le cas. Que peut faire l'AMCEP pour pallier ce problème? Oui, merci pour cette question, Miguel. Elle est à la fois simple et complexe, parce que d'abord, il faudrait définir la maturité d'un SPE. Moi, je vois deux aspects sur lesquels il faut travailler. C'est l'aspect offre de service, c'est-à-dire quel type de service on délivre, et on verra après par quel canal on le délivre. Mais il y a surtout la question de quelle organisation on a. Comment on organise à l'interne, avec la question qui a été reprise beaucoup dans les verbatims de nos répondants, autour de quelle organisation un an, quel type de management, comment on travaille à l'intérieur du service public. Alors comment l'AMCEP peut intervenir? D'abord, j'allais dire, c'est sa mission principale, d'accompagner les SPE, d'abord en favorisant les échanges entre eux. Ça vient d'être expliqué un petit peu par Thierry Fiquet. C'est évident qu'il faut commencer par les partages de pratiques, et c'est le travail, l'investissement qu'a eu l'AMCEP pendant toute la durée de la pandémie. Alors elle le faisait déjà avant, mais elle a essayé d'accélérer ses réponses et de partager les bonnes pratiques, c'est-à-dire de repérer les bonnes pratiques à certains endroits, de les diffuser dans son réseau de membres, de mettre en relation les membres les uns avec les autres pour qu'ils puissent partager ces pratiques, apprendre entre pairs, comme le disait Thierry Fiquet tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est le premier travail, je pense, de l'AMCEP, d'organiser cette circulation d'informations entre ses membres, de travailler aussi, nous l'avons vu, avec des partenariats. Le partenariat avec l'Organisation internationale du travail pour nous est extrêmement important, avec les banques de développement et notamment la Banque interaméricaine de développement, parce que ça peut permettre de mobiliser par moment des infrastructures et des moyens pour accompagner ces services publics. On a parlé de la coopération, on va dire nord-sud. Moi, je crois beaucoup aussi qu'il y a dans ce partage de pratiques beaucoup d'échanges qui se font dans le cadre de coopération plutôt sud-sud, parce que quelquefois les réponses à des questions très territoriales ne se trouvent pas forcément dans les pays développés pour les pays moins développés et vice-versa. On a les uns et les autres à s'inspirer quelquefois d'expériences. Moi, j'ai connu des expériences, par exemple sur l'insertion, qui étaient mises en place au Brésil et qui ont très fortement intéressé certains pays européens et qui les ont mis en application après, et inversement. Donc on voit bien que les échanges de pratiques se font vraiment dans tous les sens.
Aujourd'hui, il y a quand même un très bon niveau de maturité dans la plupart des services publics. Après, il y a des offres de services qui sont différentes, et c'est lié soit à leur statut, soit c'est lié à leur ancrage dans les territoires et à la politique des gouvernements auxquels ils sont attachés. Et voilà. Alors nous, après, à l'AMCEP, on est en train de travailler en ce moment aussi beaucoup pour structurer ces échanges sur des outils d'autodiagnostic pour permettre aussi aux SPE de pouvoir à un moment donné faire un point sur où ils en sont justement de ce qu'ils estiment avoir besoin comme maturité, je vais reprendre ce terme-là, et à partir de ça, de partager avec d'autres services publics pour construire, et thème par thème, de partager les pratiques, mais aussi d'apprendre ensemble. Ce projet que nous menons et auquel nous allons donner un peu plus de place là, sur la fin de l'année, il s'appelle le projet SAMPES. Vous avez exactement la même chose dans le cadre des réseaux du PES Network, où notamment le PES Network travaille beaucoup à renforcer les échanges. Je sais qu'il y a des échanges aussi entre membres sur le continent africain. Voilà. Donc on va dire l'AMCEP et puis en général ces réseaux de SPE, leur principal accompagnement, c'est de partager et d'apprendre ensemble. Après, sur les aspects des canaux, effectivement, on a vu le digital s'est développé beaucoup, mais on a parlé effectivement de cette précarité numérique, c'est-à-dire qu'il peut se développer partout, mais tout le monde n'y a pas accès, tout le monde n'a pas les moyens et la compétence pour avoir accès à l'information. On n'a pas toujours les équipements. Nous voyons que quelquefois, même nous-mêmes, aujourd'hui, avec la plateforme, on a des problèmes techniques. Donc voilà. Donc ça, après, c'est aussi de l'échange de pratiques qui fera qu'on va travailler à savoir comment on dose entre de la délivrance de services par le digital ou par la délivrance par d'autres services. Ce qui est remarquable, et on l'a pointé dans l'enquête, c'est qu'effectivement, on a eu un gros boom sur le digital, mais on a aussi un très gros boom sur le téléphone. Et quand on sait aujourd'hui que même dans des pays où on n'a pas, dans certaines régions de pays où on n'a pas Internet, eh ben, on a quand même des téléphones et des smartphones. Donc voilà, je pense qu'il y aura des analyses et des observations à faire territoire par territoire pour après travailler et voir quelle est la bonne stratégie pour délivrer les services. Donc en résumé, côté maturité, puisque la question m'était posée comme ça, je pense qu'il y a à la fois le travail sur l'offre de services et ses canaux, mais aussi sur l'organisation et comment on s'organise à l'interne pour pouvoir délivrer correctement cette offre de services. Voilà, Miguel, si j'ai bien répondu à cette question. Au travail. L'interprète s'excuse, il y a une mauvaise connexion. L'un des services que les PES, que les SPE fournissent, c'est vraiment le développement des compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut approcher les groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire sur le marché du travail, les personnes les plus jeunes qui sont très touchées par cette crise, comme par toutes les crises auparavant, parce qu'elles sont vulnérables, ces personnes, parce qu'elles ne sont pas encore présentes vraiment sur le marché du travail, ou parce qu'ils sont sur le point d'interrompre leurs études. Il y a de nombreuses personnes, jeunes personnes qui étaient déjà en difficulté sur le marché du travail avant la crise. Donc les SPE, je pense, sont une partie de la solution à ce problème. Et j'aimerais maintenant demander à Michael de l'OIT, à quel point pensez-vous que les SPE devraient travailler pour développer les compétences des groupes vulnérables, et comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut fournir ces services, ce soutien? Est-ce qu'il faut faire des partenariats avec les SPE? Comment est-ce qu'on peut fournir donc un développement de compétences à ces groupes déjà en difficulté? Merci pour cette question assez compliquée que vous me posez. Tout d'abord, avant de répondre, j'aimerais tout d'abord parler d'un sujet concernant la numérisation de certains pays en développement. Je voulais simplement ajouter que si nous regardons l'Amérique latine, par exemple,
qui utilisent par exemple la Banque interaméricaine de développement, qui fournissent des ressources à travers des crédits, des bourses. Donc afin qu'il s'agisse de bourses, il faut s'assurer que les SPE soient liés maintenant au plan et politique de développement national. Donc là, je pense qu'il s'agit d'une leçon à prendre par les régions et je pense avec la Banque de développement d'Afrique, il y a des crédits, des bourses. Pour que cela s'applique maintenant pour renforcer les SPE et la numérisation, il faut reconnaître de manière politique les services d'emploi. Et je pense que là, c'est vraiment un domaine où nous pourrions fournir notre aide, en particulier pour les SPE, faire en sorte qu'ils soient vraiment une partie conséquente des politiques d'emploi nationales. Donc là, il faut vraiment qu'elles en fassent partie intégrante pour ensuite voir la suite. Maintenant, pour en revenir à votre question concernant le rôle des SPE pour le développement des compétences de la population, eh bien, là, cela souligne bien l'important rôle des SPE. L'AMSEP a déjà depuis bien longtemps travaillé avec les institutions et le réseau des SPE en tant que fil conducteur sur le marché du travail, en tant que coordinateur du marché du travail. Il faut vraiment regarder l'offre et la demande sur le marché du travail. Si nous regardons le côté offre, là, les SPE peuvent jouer un rôle primordial, en particulier pour s'assurer que, comme nous l'avons déjà dit, nous assurer de voir quels sont les défis du marché du travail en termes d'information, en termes de compétences disponibles, quelles sont les compétences présentes. Est-ce qu'on a l'information sur les compétences, savoir quelle est la demande aussi, et quel est l'équilibre entre la demande, l'offre et la demande. Donc tout d'abord, voir ça, cet équilibre offre-demande sur le marché de l'emploi. Ensuite, il faut aussi regarder les transitions. Quelles compétences sont nécessaires? Les jeunes qui terminent tout juste leurs études, leur formation, comment sont-ils préparés à l'école à la fin de leur éducation afin de se positionner sur le marché de travail? Il faut aussi voir quelles sont les compétences nécessaires pour les garder et pour leur fournir une transition acceptable. Il faut donc une coordination compétente avec le secteur de la formation, qui commence donc déjà avec des conseils et des guides au niveau scolaire, mais aussi au niveau plus élevé, aussi dans le secteur de la formation. Comment est-ce qu'on peut répondre et guider là les besoins du marché du travail? Donc il faut endosser le rôle informatif et prendre une approche holistique, disons, fournir un soutien aux jeunes travailleurs et s'assurer qu'il y a une bonne orientation de ces personnes, que cette orientation se base sur des politiques fiables. Comment ? Donc là, pour réaliser cela, il nous faut des partenariats avec des employeurs pour comprendre leurs besoins, des partenariats avec le système éducatif en termes de guides, de conseils, de carrière, de développement, afin de s'assurer que ce qui est fourni, l'éducation qui est fournie à l'école, est bien ce qui répond aux besoins du marché du travail, afin que le marché du travail, prenne vraiment une responsabilité dans le développement des compétences. Que les personnes qui arrivent sur le marché du travail soient prêtes, soient compétentes. Et de nos jours,
les chercheurs d'emploi, les jeunes qui ont fini leur éducation, sont prêts. Ils sont dans les starting blocks. Mais la question, c'est là, d'où vient leur expérience pour justement prendre leur élan. C'est là où les SPE ont un rôle de connexion entre l'offre et la demande pour s'assurer que les jeunes qui ont terminé leur éducation puissent commencer leur expérience, puissent comprendre comment fonctionne le marché du travail. Donc les SPE doivent être au centre des partenariats, soit en tant que guide, soit en tant que partenaire même dans les partenariats. Voilà donc la réponse à votre question. Merci beaucoup. On dirait que Miguel a des problèmes de connexion Internet. Donc Miguel, je vois que vous êtes de retour et la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, me revoilà. Merci Michael pour cette réponse très complète et pour le fait qu'il est important de développer des partenariats avec les employeurs, mais avec d'autres partenaires aussi, où les SPE peuvent vraiment avoir un rôle de guide. Donc maintenant, je donne la parole à quelqu'un qui représente un réseau où cela est déjà mis en pratique. C'est le réseau PES en Suisse, qui est donc un réseau structuré de SPE, et Spiros Potosaltis est le représentant et gouverneur des SPE en Grèce. Il va nous partager sa vue, ce qu'il a pensé de l'enquête et du travail qu'il a dû abattre pour faire face à la crise du Covid-19. La parole est à vous. Ne vous inquiétez pas, on dirait que M. Protopsaltis a des problèmes de connexion. Lui aussi, le revoilà. Spiros, la parole est à vous. Je m'excuse d'ores et déjà pour les difficultés de connexion. Merci pour votre invitation au webinaire. Et comme vous avez dit, je m'appelle donc Spiros Protobaltis. Je suis gouverneur de l'OAED, l'Organisation pour l'emploi de la main-d'œuvre. Et je travaille au ministère du Travail et des Affaires sociales en Grèce. Je rassemble donc les SPE des États membres. Et j'inclus aussi l'Islande et la Norvège. L'objectif du réseau est d'améliorer la coopération entre les SPE-UE à travers un programme de benchmarking. Au début de cette crise, tous les SPE ont vraiment été surmenés par leur travail. Nous avons tout d'abord vu beaucoup d'inscriptions au réseau, plus que ce que nous attendions. Nous avons dû gérer des programmes de travail de court terme en conséquence à la crise, et nous avons dû fournir de nouveaux services, employer de nouvelles personnes pour fournir le service, en particulier dans les zones prioritaires. Dans notre réseau de SPE, nous avons tenté de nous soutenir les uns les autres avec des informations fluides et rapides. De manière locale, nous avons pu passer au format numérique très rapidement, en particulier pour nos réunions, nos groupes de travail et d'autres activités d'échange d'informations, comme par exemple en Grèce, nous avons un système de programme avec l'Estonie. Nous avions d'abord prévu de voir cela en face à face, mais du fait de la crise, nous sommes passés à un format numérique et cela a très bien fonctionné. Maintenant, j'aimerais souligner que avec les webinaires, nous avons préparé un certain nombre de webinaires pour répondre à la crise. Tout d'abord, nous avons conservé le webinaire le 14 mai, ensuite où nous avons fait le planning, ensuite nous avons une analyse le 11 juin et nous avons prévu un webinaire des réponses pour avoir des réponses à la situation en septembre, un autre au mois d'octobre et
encore un suivant. Au mois de novembre, nous avons aussi mobilisé des ressources pour les réponses des SPE au Covid-19, qui sont en fait un tableau de mise à jour régulier qui montre toutes les réponses fournies par le réseau. Donc là, nous nous concentrons surtout sur le travail sur le court terme. Nous avons un rapport qui a déjà été publié à ce sujet et les mesures qui ont été réalisées depuis mars sera publié très bientôt. Ça souligne vraiment les travaux qui ont été réalisés par les SPE pour faire face à la crise de l'emploi, les mesures qui ont été mises en œuvre pour les chercheurs d'emploi, les mesures et les éléments de mesure qui sont préparés pour la phase de rétablissement et pour rééquilibrer le marché du travail. Nous avons 6 études de cas avec des informations détaillées de l'Allemagne, du Danemark, de la France, de la Croatie, de la Slovaquie et de l'Espagne. J'ai eu un échange avec d'autres collègues lors d'un comité numérique, donc le premier comité sous cette forme que nous avons eu. Donc, nous avons fait cela en juin. Nous avons tout d'abord discuté des leçons que nous avons apprises, des manières de répondre à cette crise. Nous avons échangé les outils que nous aurions pu trouver intéressants pour nos pairs aussi. Nous avons aussi partagé nos pratiques qui soutiennent les chercheurs d'emploi et les employeurs afin de surmonter la crise du Covid-19. La Suède, par exemple, a présenté son expérience pour aider les entreprises lors du recrutement pendant la pandémie en fournissant un outil numérique pour faire des interviews, des rencontres en ligne. Nous avons aussi mis en œuvre des outils pour des formations à distance, un système financier aussi de soutien. Le Pays-Bas a montré des mesures financières complètement automatisées. Donc, de nombreux SPE ont vraiment souligné les 3 effets principaux touchés par la crise. Tout d'abord, nous avons évidemment la numérisation qui est extrêmement importante. Comment est-ce que nous faisons des enregistrements en ligne, des chatbots, des réunions en ligne, du télétravail, des réunions, etc. Par exemple, en France, parce qu'ils ont une stratégie multicanale, ils ont mis en œuvre depuis bien des années, ça va vraiment faciliter la capacité à garder le contact avec les utilisateurs. Le deuxième élément, c'est l'impact sur les ressources humaines et leur gestion. Le télétravail a été vraiment clé pour faire en sorte que le travail continue. Les conséquences peuvent être importantes pour la stratégie RH, pour assurer l'équilibre travail-vie personnelle. Nous savons que même la distanciation sociale continuera pour éviter plus de contagion. Nous pensons aux organisations, à la fourniture de services. Comment et quel genre de bureaux locaux vont être mis en œuvre à l'avenir? Comment est-ce que nous pouvons relocaliser les personnes, les mettre au travail en ligne? En plus, nous devons aussi trouver d'autres méthodes de gestion, les inventer pour construire la confiance, un soutien psychologique. Donc là aussi, fournir un partenariat. Et finalement, une troisième et dernière zone d'impact, c'est la gestion des capacités. Donc la possibilité de réallouer les employés dans des domaines nécessaires. Donc par exemple, en Allemagne, de nombreuses personnes ont reçu des emplois à court terme dans des domaines clés, dans des secteurs clés. Nous avons donc des nouvelles fournitures de services. Le SPE a été vraiment un conseiller pour la gestion de crise nationale et pour finir aussi la capacité des SPE d'être flexibles et innovatifs. C'est vraiment ce que nous avons remarqué. D'autres SPE ont aussi souligné les défis, les difficultés auxquelles elles font face. Par exemple, comment pouvons-nous aider les plus vulnérables à faire face, leur fournir des services dans le contexte de l'ère numérique? Étant donné les différences d'expérience, il y a des difficultés et un réel besoin d'avoir des services en personne et numérique, donc ça donne du digital, donc physique et numérique,
combiner donc les deux tout en s'assurant que nos employés et les chercheurs d'emploi sont en toute sécurité quand ils se rendent dans les bureaux. Et il faut aussi faire en sorte de pouvoir répondre à la demande accrue de services, comme cela a été émis en Irlande. Il faut donc employer plus de personnes. Voilà donc là où le SPE a vraiment travaillé lors de cette pandémie en Europe. Ça a été donc les sujets qui ont été au centre de discussions vigoureuses au cours des derniers mois. Et je ne vous cache pas que maintenant les centres d'intérêt changent parce que nous changeons de phase pour les emplois, pour les services de l'emploi. Nous allons voir comment nous allons faire face à cette nouvelle phase, comment nous allons pouvoir gérer les opportunités d'emploi et pouvoir gérer l'énorme charge de travail lors d'une phase de nouvelle normalité où la réalité, en fait, rien n'est normal, mais nous devons continuer notre travail comme d'habitude, nous donner du mal afin de répondre aux besoins de notre population au mieux possible. Donc avec tout cela, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci encore une fois pour votre invitation. J'apprécie réellement. Si vous avez aussi d'autres questions, d'autres commentaires, peut-être que vous aurez pour moi. Merci beaucoup. Voilà, cela fonctionne. Miguel est avec nous. Miguel, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Et merci parce que vous avez démontré que le réseau est occupé de développer de très nombreuses connaissances. Une chose que vous avez dite, je pense qu'on en avait déjà parlé précédemment, comment intégrer les services numériques et les services non numériques les uns avec les autres. Et comme vous l'avez également justement souligné, passer au tout numérique n'est pas une option pour qui que ce soit. Il y a bien évidemment, là, à l'heure actuelle, c'est une solution d'urgence et la place du numérique prendra davantage en de place, mais nous n'allons pas passer au tout numérique. Donc la question est, comment allons-nous procéder? Comment allons-nous trouver le juste équilibre? Alors je vais vous rendre la parole brièvement, simplement pour que vous nous donniez votre opinion personnelle et ce à quoi ceci pourrait ressembler, ce à quoi ressemble en Grèce. Quelle est selon vous la direction que nous emprunterons? Merci beaucoup Miguel. Je pense que c'est une question très intéressante, mais malheureusement personne n'a la réponse. C'est une approche jour après jour. Nous essayons, nous expérimentons et voyons ce qui fonctionne. En Grèce, par exemple, nous avons une part très importante de la population sans emploi qui possède des compétences numériques très faibles et qui sont, comme je l'ai dit, donc à la traîne au niveau numérique. Et ceci est d'autant plus vrai lorsque nous faisons référence aux personnes plus âgées sans emploi. Ce que nous avons fait au cours de la pandémie, c'est la chose suivante. Une approche par rendez-vous, de prise de rendez-vous en ligne, afin de se rencontrer en personne. Et donc ceci nous a permis d'éviter de transférer tous nos services en ligne. Autrement dit, les rendez-vous en physique étaient réservés à un sous-groupe de personnes qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas capables d'opérer numériquement. Ce modèle a fonctionné pour nous. Et ce modèle a porté ses fruits malheureusement que temporairement. Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes en période de déconfinement, nous sortons de la pandémie, et maintenant que l'économie reprend du poil de la bête et que les premiers avions recommencent à décoller, nous observons une demande accrue, raison pour laquelle je ne pense pas que nous pourrons maintenir ce système hybride que je viens de décrire. Au contraire, je pense que nous allons devoir recommencer à organiser des rendez-vous physiques pour tout le monde. Donc je le répète, je n'ai pas de boule de cristal et je pense que personne n'en a. Il faut faire preuve d'agilité et de flexibilité. Nous devons optimiser la manière dont nous utilisons ces outils numériques, tout en faisant preuve de vigilance
vis-à-vis des populations que l'on pourrait qualifier de vulnérables, qui ont du mal à gérer les outils numériques. Je propose donc de mettre tout en œuvre pour considérer les besoins de la population. Maximiser les outils en ligne pour celles et ceux qui savent s'en servir et proposer des solutions ad hoc pour les autres. Je vous remercie. Merci, je vous remercie pour ces explications et pour ces perspectives d'avenir. J'aimerais désormais donner la parole pour les remarques finales à notre président, M. Nadani. Et il va conclure ce webinaire et ensuite je reviendrai vers vous pour des informations pratiques. M. Nadani, la parole est à vous. Mes excuses. Monsieur El Madani, malheureusement, je ne pense pas que nous arrivons à vous voir. Pourriez-vous vous assurer que votre micro et votre caméra sont activés? Apparemment, je vois que vous venez de désactiver votre caméra et parfois, caméra à micro interagissent. Si vous avez désactivé l'une, il est possible que l'autre se désactive aussi. Je vous propose de réessayer et espérons que cela fonctionne. La parole est à vous. I'm very sorry about that. We cannot hear you, so I'm gonna Mes excuses, on ne refresh the page. vous a pas entendu. Je vais peut-être vous demander de rafraîchir la page. Est-ce que vous pouvez cliquer sur F5 ou alors sur l'icône de rafraîchissement de la page et ensuite on réessayera. Pourriez-vous me dire alors ce que vous l'avez fait, s'il vous plaît? Monsieur El Madani, pouvons-nous réessayer? Essayons. La parole est à vous. Décidément, le sort s'acharne. Je vais patienter une minute pour que vous rafraîchissiez la page. J'espère que cela fonctionnera. Miguel, en attendant, malheureusement, M. El Madani est hors ligne pour le moment. Dites-moi si je peux vous rendre la parole, ou alors en attendant, est-ce que M. El Madani a réussi à se reconnecter? Le voilà. Je vous propose de réessayer. M. El Madani, la parole est à vous. C'est bon? Est-ce que vous me recevez? Monsieur El Madani, on vous entendait. Dès que vous apparaissiez à l'écran, on vous voyait. Donc je vais vous rendre la parole, donc ne vous inquiétez pas, tout fonctionne. Si je ne vous interromps pas, cela veut dire que nous vous voyons et vous entendons et nous vous répondons dans le chat en parallèle. Monsieur El Madani, la parole est à vous. C'est bon, Très bien. Alors, bon, donc, moi, à la présidence de l'AMCEP et toute l'équipe du secrétariat exécutif et tous les membres, nous pouvons nous réjouir donc de la richesse de ce travail qui a été élaboré avec nos partenaires. Et je félicite toute l'équipe qui a travaillé sur cette œuvre et je remercie les intervenants. Je remercie également le représentant de PES Network. Ça a été un échange très très fructueux et par rapport
à nos prérogatives au sein d'AMCEP, cette enquête devrait constituer le début de grandes réflexions. C'est vrai que les services publics de l'emploi ont fait preuve d'une résilience, d'une agilité, d'une capacité de s'adapter à un contexte un peu particulier, un contexte surprenant qui a surpris toute l'humanité. Nous sommes des services publics de l'emploi, donc nous sommes financés par de l'argent public et n'oublions pas que cette crise a été aussi une crise des finances publiques. Donc les services publics de l'emploi ont dû affronter une crise avec des moyens financiers qui ne pouvaient pas suivre puisque les finances publiques avaient d'autres priorités. C'était les secteurs de la santé qui étaient prioritaires. Donc la capacité des services publics de l'emploi à s'adapter au contexte à moyens parfois stables et égaux. Donc cela confirme donc le positionnement mérité par ces services, parce qu'au tout début, M. Miguel a posé la question du positionnement. Oui, ça se confirme, puisque le monde d'après-Covid est un monde qui est conscient de la dose de l'État, de la dose de l'action publique. L'action publique a eu à affronter la crise beaucoup plus que d'autres opérateurs dans nos économies. Il y a des questions aujourd'hui qui découlent de l'analyse de cette enquête et des résultats de cette enquête. Tout a été dit sur la digitalisation, donc il nous appartient d'inscrire dans nos projets à venir à l'AMCEP des réflexions et voire même des programmes pour justement venir en aide à certains membres, notamment des pays du Sud, qui ont des difficultés je dirais, de nivellement de leur niveau d'utilisation des instruments numériques. Sachant bien que, et l'enquête nous le confirme, sachant bien que le digital est non seulement utile à gérer des situations de distanciation et de confinement, mais c'est un instrument qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs d'inclusivité des services publics de l'emploi. Nous savons tous que l'inclusivité, l'inclusion des catégories vulnérables, de toutes les catégories qui constituent nos sociétés, et l'inclusion des territoires. Donc les territoires éloignés, faute de capacité d'investir et pour offrir un service de proximité, le digital se trouve être une alternative très fiable. Donc, sur cette question de partage des bonnes pratiques en matière de digital, pour faire à nos membres qui ont des difficultés là-dessus à se rattraper le plus rapidement possible, je pense qu'il y a du travail encore à inscrire dans nos agendas à AMCEP. Deuxième chose, peut-être qu'il faudrait commencer à creuser tout de suite, c'est les capacités des services publics de l'emploi à mener des ingénieries en termes de mesures actives de l'emploi. Nous avons l'habitude d'utiliser des instruments, je ne dirais pas classiques, mais c'est des instruments qui sont plutôt adaptés à des situations courantes où on a l'habitude de prendre en charge des jeunes diplômés qui viennent sur le marché de l'emploi. On a l'habitude de les prendre en charge pour leur permettre une meilleure insertion possible. Mais là, nous sommes devant un nouveau phénomène. Ce sont des foules de citoyens qui reviennent sur le marché de l'emploi pour chercher de l'emploi alors qu'ils n'ont aucune difficulté d'employabilité. Si dans nos pratiques habituelles, nous travaillons pour améliorer l'employabilité des jeunes, pour leur permettre une insertion dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, là, nous serons devant des flux
de gens qui sont déjà employables parce qu'ils avaient un emploi et qui viennent de le perdre pour des raisons économiques consécutives à la crise Covid. Donc, bon, pour ne parler que du cas des services publics de l'emploi de ma région, Afrique, et de la région arabe Moyen-Orient, nous n'avons pas l'habitude d'élaborer rapidement des mesures qui permettraient une meilleure prise en charge de ces flux et de ces profils types de gens qui sont en perte d'emploi pour des raisons économiques subites. Donc, le développement de l'ingénierie d'élaboration et de confection des mesures actives d'emploi, la rapidité, la capacité d'être rapide et réactif à des situations subites telles que celles que nous avons vécues ces derniers temps, nous interpelle en tant qu'AMCEP pour que justement des programmes permettant à tous nos membres de consolider donc cette capacité qu'on a démontrée, avec des niveaux bien sûr différents. Donc cette capacité d'agilité, cette résilience, on n'a pas inscrit qu'un service public d'emploi n'a pas pu du tout accompagner. Donc l'enquête nous réconforte là-dessus. Il nous appartient donc à AMCEP de jouer notre rôle fédérateur, notre rôle de plateforme d'échange entre les membres. Nous devons prospecter et explorer de nouvelles pistes qui vont nous permettre d'améliorer bien sûr nos performances en matière de partage, en matière d'aide à certains de nos membres. Et une piste par rapport à l'Afrique a été indiquée tout à l'heure par le représentant de Socieux. J'ai pris note de la disponibilité de Socieux à venir collaborer, à nous aider à développer des pistes de développement de notre action. Oui, la Banque africaine de développement serait intéressée par une collaboration dans le sens d'améliorer la résilience, la capacité, l'agilité des services publics de l'emploi de cette zone. Il en est de même, bien sûr, pour les autres régions. Donc ça, c'est un appel donc à nos vice-présidents et responsables de région pour enclencher déjà des réflexions sur ces nouvelles pistes de développement de notre action à AMCEP. Nous nous réjouissons du partenariat dont l'enquête n'a été qu'un exemple. Notre partenariat avec l'Organisation internationale du travail, nous nous en réjouissons et nous considérons que nous sommes sur une cause commune. Je me réjouis de partenariats avec des partenaires que je n'ai pas eu la chance de connaître auparavant, Socieux, avec PES Network. Je réitère notre volonté de nous voir plus proches qu'auparavant et avoir accès à leurs innovations, avoir accès à plus de partage sur les pratiques et les bonnes pratiques qui se développent et se déploient dans cette zone très créative où les services publics de l'emploi sont très vivaces, très créatifs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, sinon je ne prétends pas à une conclusion de nature scientifique à cette enquête que je trouve très riche. Nos experts au secrétariat, nos experts Thierry et toute l'équipe du secrétariat exécutif sont remerciés encore une deuxième fois et on souhaiterait qu'ils approfondissent davantage pour nous donner peut-être incessamment des livrables auxquels peut-être il faudrait réserver un effort de diffusion, pas nécessairement parmi nos membres, mais peut-être à d'autres partenaires, notamment, et ça c'est une question peut-être qui n'a pas été discutée, mais peut-être il serait temps par la suite d'en discuter, c'est la mobilité des ressources humaines, la mobilité du travail, peut-être avec l'OIM ou avec d'autres organisations qui sont intéressées à la mobilité de la main-d'œuvre, l'impact de la pandémie sur la mobilité, sur la migration économique. Nous, par exemple, dans une zone qu'on avait l'habitude de travailler sur cette mobilité, on commence à sentir l'effet et nous commençons déjà à en discuter avec les pays, nos vis-à-vis dans les pays qui étaient des destinations de certains de nos jeunes migrants
C'est un aspect qu'il faudrait peut-être revenir là-dessus par la suite. Et on aura peut-être, certainement, pas peut-être, on aurait un travail complet, exhaustif, premier de son genre, réalisé dans un temps record. Je félicite encore une fois l'équipe et je félicite nos partenaires. Merci à vous tous et peut-être je rends la parole à notre modérateur pour nous annoncer que bientôt il va y avoir d'autres activités du genre que nous avons eu aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Mes excuses. Apparemment, la connexion de Miguel est instable. Mais vous voilà de retour. Réessayons. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toutes et tous de votre participation et de votre écoute attentive. Pour celles et ceux qui n'ont pas été avec nous aujourd'hui, sachez que nous allons mettre des documents et le webinaire en ligne pour que vous puissiez le consulter ultérieurement. Les présentations seront aussi disponibles et bien évidemment d'autres résultats plus détaillés seront rendus disponibles sur le site. Très prochainement. L'objectif est bien évidemment de vous tenir informés. L'étude a été effectuée par l'OIT, la Banque interaméricaine de développement et Soucieux Plus. Malheureusement, ils n'ont pas pu être avec nous en raison des différences de fuseaux horaires. L'IDB organisera son propre événement pour présenter les résultats de son étude. Espérons que nous trouverons un créneau horaire qui soit plus facile à accommoder pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Je remercie encore nos participants d'Amérique latine et des Caraïbes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je le répète, des documents relatifs à ce webinaire vous seront envoyés par email, ils seront disponibles en ligne. Et nous organiserons aussi une autre conférence en ligne similaire à celle-ci. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup, Miguel. Merci à toutes et tous pour vos patients et encore merci aux interprètes et à ma collègue Sarah qui nous a prêté main forte du point de vue technique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir.